Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Tout de suite, voici les titres. Les discussions sur l'avenir de la SNCF commencent. Le gouvernement reçoit toute cette semaine les acteurs du dossier qui s'annoncent brûlants alors qu'un rapport remis au gouvernement préconise la fin du statut des cheminots et la fermeture de certaines lignes peu fréquentées. Les classes d'école situées en milieu rural sont-elles menacées ? C'est l'avis d'élus de ces territoires qui dénoncent une promesse reniée du président de la République. Faux, répond le gouvernement, qui défend sa volonté de dédoubler les classes de CP dans certaines zones. On en débattra dans ce journal. Laurent Wauquiez provoque la polémique après des propos enregistrés où il parle sans filtre avec des étudiants. Le patron des Républicains doit défendre ses positions au sein même de sa famille politique. S'il s'est excusé auprès de Nicolas Sarkozy, il maintient sa liberté de ton et son franc-parler. On débattra de cette stratégie. Et justement, vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Tam Tranui est en salle des conférences pour les réactions sénatoriales à l'actualité. Le multiplex, c'est tout de suite. Après le rapport Spinetta qui préconise la fin du statut des cheminots à l'embauche et la fermeture de petites lignes ferroviaires, place à la concertation sur l'avenir du rail, le gouvernement débute ses rencontres avec les syndicats et la direction de la SNCF. Les enjeux de ces discussions par Marie Brémaud. L'exécutif entame ses premières négociations sous haute tension. L'objectif du gouvernement est clair, réformer en profondeur la SNCF. La ministre des Transports, hier dans le journal du dimanche, mettait en garde les syndicats. Pas question de statu quo. Or, certains points sont très sensibles, parmi lesquels notamment l'avenir des petites lignes ou encore le statut du cheminot. Et forcément, le statut des cheminots a été l'un des sujets prégnants de cette discussion. Et alors, on attend. Maintenant, le match est ouvert. On est maintenant dans un calendrier contraint de négociation. Mais d'autres syndicats sont d'ores et déjà entrés dans un bras de fer. C'est le cas de Philippe Martinez de la CGT qui n'hésite pas à parler de casse du service public. Et avant même son entretien avec la ministre, il a appelé à une journée de mobilisation nationale le 22 mars prochain. Les autres syndicats se laissent jusqu'à jeudi pour savoir s'ils rejoignent clairement les rangs de la contestation. Et pour prolonger ce sujet, nous partons en salle des conférences du Sénat où Tam Tranui, vous êtes avec Roger Karoutchi, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. Roger Karoutchi, le gouvernement semble prêt à suivre les préconisations du rapport Spinetta qui veut une transformation radicale de la SNCF. Est-ce que cela vous satisfait, vous qui appeliez à un plan d'urgence ferroviaire il y a un mois dans l'hémicycle? Satisfaire, oui, à condition que ça résiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Madame Borne, ministre des Transports, si j'ai bien compris le Premier ministre, disent de toute façon la situation de la SNCF, le statu quo, impossible. Impossible à cause de la dette, impossible à cause des déficits, impossible à cause de ce qui est prévu. C'est déjà un bon point pour l'exécutif? C'est un bon point pour l'exécutif de le reconnaître. Mais le constat, tout le monde le fait depuis des années. Le problème maintenant, c'est d'avoir le courage d'appliquer les mesures. Parce que déjà, les syndicats annoncent des grèves. Déjà, on dit qu'il y aura des blocages. Est-ce que le gouvernement aura la force, la capacité, soit de négocier avant et de réussir, soit de résister à la pression et d'aller de l'avant? Réponse dans les semaines à venir. Effectivement, vous craignez qu'il ne résiste pas face à une mobilisation massive. On sait que la première manifestation aura lieu le 22 mars. Franchement, il y a déjà 4-5 ans, il y avait eu des idées de réforme de la SNCF extrêmement fortes, ce qui avait abouti d'ailleurs à une situation un peu curieuse de semi-réforme. Et c'est devant la menace de blocage que le gouvernement avait reculé. Moi, je souhaite qu'on avance, parce que par définition, si je puis dire, si la SNCF ne se réforme pas d'elle-même, arrivera le moment où on sera au clash. Trop de dettes, trop de déficits, trop de difficultés. Par définition, tout le monde doit comprendre que ça ne peut pas durer. Et il y a bien quelqu'un qui va devoir payer la dette. Alors si on prend un petit peu les mesures dans le détail, tout d'abord, faut-il pour vous en finir avec le statut de cheminot comme le préconise le rapport? Alors, je précise que le rapport est assez clair là-dessus. Il dit pour l'avenir. Pour les nouveaux arrivés. Donc ça veut dire que tous les actuels cheminots de la SNCF conservent leur statut jusqu'à la retraite. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Moi, je pense que c'est la solution. Alors, on peut voir dans quelles conditions futures
il faut faire travailler les gens à la SNCF, que les gens qui y sont déjà conservent le statut de cheminot, c'est ceux qui a fait leur embauche, c'est assez logique et normal. En revanche, pour l'avenir, on peut modifier. Vous savez, on a fait la même chose, hein. Dans l'éducation nationale, à un moment, on avait dit que le statut et un certain nombre de conditions de travail des enseignants seraient modifiés pour les nouveaux entrants. On peut faire la même chose sans remettre en cause le statut actuel pour ceux qui y sont. Autre sujet qui concerne particulièrement les sénateurs, les élus du territoire, ce sont les petites lignes qui sont aussi sur la sellette. Il paraît impensable de consacrer 2 milliards d'euros à 2% des voyageurs, peut-on lire dans le rapport sur l'État. Là, il y a à la fois une mission de service public, la SNCF est un service public, ce qui veut dire que tout ne peut pas être bénéficiaire. Il peut y avoir des lignes extrêmement utiles, même si elles ne le sont pas. Donc je crois qu'il faut faire du cas par cas. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que certaines lignes totalement déficitaires et n'ayant pratiquement plus ou très peu de voyageurs peuvent être remplacées probablement par des lignes de car. J'entendais d'ailleurs dire que même sur certains... Avec les problèmes environnementaux que cela peut aussi susciter, les cars... Oui, mais vous savez, est-ce que un train vide qui circule, qui bloque, qui nécessite des gares, qui nécessite du personnel, ça n'est pas au final beaucoup plus ravageur qu'un service de car bien fait, ou que dans certains cas, je crois que c'est Elisabeth Borne d'ailleurs qui disait que dans certains cas, même un service taxi suffirait, parce que certaines rames sont avec 4-5 voyageurs. Donc, il faut trouver des solutions. Je ne dis pas qu'il faut tout fermer, il faut trouver des solutions, mais en tout cas, on ne peut pas continuer comme ça. Très rapidement, une toute dernière question. Quelle est pour vous la responsabilité de Guillaume Pepy et puis aussi d'Elisabeth Borne, qui a été directrice de la stratégie de la SNCF, dans la situation de la SNCF aujourd'hui? Heureusement ou malheureusement, pour eux, la responsabilité est partagée par tous les gouvernements de gauche et de droite qui, depuis 20 ans, 25 ans, ont beaucoup privilégié le TGV, les lignes à grande vitesse, au détriment des petites lignes ou des lignes du quotidien. Et ça veut dire que les investissements n'ont pas été suffisants, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de retard sur ces lignes du quotidien. Alors maintenant, il est clair que les réformes auraient dû arriver bien avant, sur le personnel, sur le statut, sur le financement. Bien avant, il ne fallait pas attendre d'arriver à 55 milliards d'euros de dette, mais tout le monde est coupable. Merci beaucoup Roger Karoutchi d'avoir répondu à mes questions. Merci Tam. Laurent Wauquiez est-il fragilisé dans sa famille politique? Le patron des Républicains est dans la tourmente après la fuite d'une conversation sans filtre tenue devant des étudiants d'une école de commerce lyonnaise. Il y égratigne Nicolas Sarkozy, tape sur Gérald Darmanin ou encore Emmanuel Macron. Des propos polémiques qui divisent la droite. Nelson Guetten. Après un silence gêné ce week-end, l'heure était à la contre-attaque chez les Républicains ce matin. Quand on voit la façon dont 2 heures de cours ont été résumées, si vous enlevez l'explication préalable, en moins de 2 minutes, est-ce que ça c'est du journalisme? Non. Ça, c'est éventuellement un exercice au niveau CAP d'ajusteur-monteur. Vendredi dernier, l'émission Quotidien avait diffusé des enregistrements d'un cours donné par Laurent Wauquiez à l'école de management de Lyon. Pas de transcription de ce que je dis, parce que sinon, ça peut tout simplement pas être un espace de liberté et ce que je vais vous sortir sera juste le bullshit que je peux sortir sur un plateau médiatique. Dans la suite du cours, le président des Républicains attaque l'ancien président Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il en était arrivé au point où il contrôlait les téléphones portables de ceux qui rentraient en Conseil des ministres. Il les mettait sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos et vérifier ce que chacun de ses ministres disait au moment où on rentrait en Conseil des ministres. Laurent Wauquiez s'en prend ensuite à Gérald Darmanin, dont la plainte pour viol a été classée sans suite, avant d'accuser Emmanuel Macron d'être à l'origine de la chute de François Fillon pendant la présidentielle. Des accusations graves qui depuis divisent la droite. Pour Éric Woerth, ces propos ne concourent pas au rassemblement du parti et sont même une faute morale et politique pour Jean-François Copé. Xavier Bertrand, qui a quitté le parti il y a quelques mois, tire quant à lui à boulet rouge. Mais c'est du Trump, c'est pire que Trump. Certains veulent trumpiser la vie politique française, en disant de toute façon c'est pas grave, c'est comme ça qu'on parle aux gens. Et dans ces cas-là, il faut mieux abattre les adversaires, les mettre à terre, plutôt que de faire le combat d'idées. Pour sa défense, Laurent Wauquiez évoque une discussion libre avec des étudiants, parfois sur le ton de l'humour, et promet des poursuites judiciaires.
Et nous partons retrouver Tam Tranui qui est en salle des conférences du Sénat avec Rachid Temal, sénateur socialiste du Val d'Oise. Rachid Temal, qu'est-ce que vous inspirent les propos de Laurent Wauquiez, ses attaques à Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin ou encore à Emmanuel Macron? Je vois que monsieur le président des LR fait le choix de l'invective permanente. Il pense que l'opposition, c'est d'invectiver. Nous pensons au contraire que, et c'est pour ça que nous sommes différents, partis socialistes, nous pensons que l'opposition, c'est aussi de proposer. Et je vois aussi la violence des propos dans cette famille politique qui est en pleine crise et qui d'ailleurs s'interroge, on a plutôt l'impression d'être proche du FN que des Républicains, et notamment un certain nombre de propos qui sont tenus par le président des Républicains. Pour vous, ce n'est pas digne justement de son poste, du poste de haut niveau qu'il occupe du côté des Républicains? Ça, je laisse les Républicains, les électeurs et les militants républicains trancher. Il y a quelques mois, ils élisaient M. Wauquiez. Aujourd'hui, ils doivent être profondément déçus, surpris par ces propos-là. Et donc, c'est à lui de voir maintenant ce qu'il doit faire. Mais en tout cas, il a dû, je crois, s'excuser auprès de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Et donc maintenant, il faut plutôt rentrer dans le débat. Et c'est ce que nous faisons, nous, sur des propositions différentes que nous portons. Alors, j'entends bien que pour nous, nous sommes dans l'opposition et nous assumons un certain nombre de positions. Et c'est vrai que si on prend deux textes qui ont été adoptés dernièrement, je pense notamment sur la sélection à l'université ou sur l'asile européen, j'ai noté que la droite, les Républicains et peut-être même une autre droite, en tout cas LREM, avaient voté ensemble et derrière l'impulsion d'ailleurs des Républicains. Ce qui m'interroge, moi, sur la suite de ce quinquennat-là. Sur le fait qu'ils soient donc en accord en partie avec la politique de l'exécutif. En tout cas, je note que pour ceux qui avaient cru, ce qui n'est pas mon cas, que le et de droite et de gauche est parti, on est arrivé peut-être au centre et de droite et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui c'est la droite bis et de la droite. Pour en revenir à Laurent Wauquiez, pensez-vous, comme certains, notamment Xavier Bertrand, qu'on a pu entendre dans le reportage, eh bien que c'est comme du Trump, pire que du Trump, c'est l'abandon aussi du débat d'idées dans cette façon de s'exprimer? En tout cas, il est clair que quand on est responsable politique, on doit mesurer ses propos. Parce que nous sommes là pour représenter un pays, la France, les Français, et donc faire des propositions sur des idées, sur des valeurs. Et aucunement d'insulter. Par contre, ce qui est à noter, c'est le silence assourdissant de beaucoup de responsables des Républicains, qui depuis quelques heures maintenant, gênés, voire absents. Et donc ça interroge sur l'état de cette famille politique. Que pensez-vous de la défense de Laurent Wauquiez, qui porte partiellement sur la victimisation, hein, certains disent on lui en veut, et d'autre part aussi sur les attaques aux journalistes dont il met en cause la déontologie? Je pense que ces propos ne sont pas dignes d'un président d'un parti politique en France. S'il a tenu ses propos, on a les bandes son, si j'ai bien compris, et je les ai entendus comme vous. Je pense qu'il faut assumer, ou en tout cas s'excuser, et ne pas commencer par expliquer ce qu'il essaie de faire et de créer une affaire dans l'affaire. Voilà, Laurent Wauquiez a tenu des propos inacceptables, en tout cas durs, violents, à l'égard du président de la République, à l'égard d'hommes et de femmes de sa propre formation politique. Ça en dit long aussi sur l'état des relations entre les uns et les autres dans cette formation politique. Je ne crois pas que ce soit une surprise, si encore une fois vous entendez les uns et les autres. Y compris avec Nicolas Sarkozy, qui est une figure tutélaire, dit-on, du côté des Républicains. Et je peux comprendre que son entourage à Nicolas Sarkozy indiquait simplement qu'il avait pris note des excuses du président. Mais moi, j'ai envie de le dire, c'est leur histoire, c'est leur problème. Nous, aujourd'hui, nous sommes concentrés sur notre reconstruction et sur des propositions, et que ce soit à l'Assemblée ou ici au Sénat, à chaque fois que les socialistes s'opposent, ils proposent, parce que nous, on regarde la France, on regarde les problèmes des Français et on prépare l'alternance, ce qui n'est manifestement pas le cas de ce qui se passe chez les Républicains. Merci beaucoup Rachid Temal pour votre réaction. Merci Tam. C'est une grogne qui monte des territoires ruraux. Des classes d'école seraient supprimées à la prochaine rentrée, contrairement à la promesse faite par Emmanuel Macron. L'opposition tente de capitaliser sur le mouvement, alors que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, dément les chiffres avancés. Les explications d'Aurélien Romano. Des manifestations contre les fermetures de classes de primaire se multiplient dans de nombreuses communes rurales. Rassemblements, messages de soutien fleurissent sur les réseaux sociaux et sont souvent relayés par des parlementaires comme les Républicains qui participent à ces manifestations et jouent à plein la carte de la ruralité qui serait oubliée par le gouvernement. Des territoires ruraux où un enseignant a 3, 4, 5 niveaux différents dans une même classe, est-il logique d'appliquer les mêmes normes de 25? Voilà, pour ouvrir, pour fermer une classe, ce sont des normes de 25 à la ville comme à la campagne. Je pense qu'il faut réduire cette norme pour les territoires ruraux et la ramener à 20. Principal angle d'attaque, le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire.
Le dédoublement des classes de CP dans les REP et de CE1 dans les REP+, est une bonne chose, mais pas au détriment des classes du monde rural. Personne n'est dupe, Monsieur le ministre, et les territoires ruraux en ont assez d'être dépouillés au profit de vos politiques publiques. Pour le gouvernement, la mesure de dédoublement des classes de CP et CE1 n'est pas en cause, mais la raison est démographique. D'après le ministère de l'Éducation nationale, il y aura 30 000 élèves en moins dans les écoles primaires sur toute la France l'an prochain. Pour chacun des deux sénateurs qui m'ont interpellé, que ce soit de Seine-et-Marne ou d'Indre-et-Loire, j'ai pu donner l'exemple du département concerné, montrer qu'il y avait des créations de postes alors même qu'il y avait moins d'élèves l'année prochaine. Donc je suis en mesure d'affirmer que dans chaque département rural de France, le taux d'encadrement s'améliore, plus de professeurs pour les élèves. Il y a bien entendu des classes qui ferment. Il y a toujours eu des classes qui ferment et ce sera toujours vrai dans le futur. Je fais une grande... Mais il y a aussi des classes qui ouvrent. Et donc, il n'est pas toujours très honnête de lister les classes qui ferment sans mentionner les classes qui ouvrent. Le ministre a annoncé vouloir étudier au cas par cas les dossiers de fermeture de classes les plus problématiques localement. Les écoles menacées en milieu rural, c'est l'objet du premier débat de Sénat 360. Et pour débattre de ce sujet, j'accueille sur le plateau mes invités. Vannick Berberian, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des maires ruraux de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Merci d'être sur notre plateau. Merci à vous. Alors, on l'a vu dans le sujet, une différence d'appréciation entre les élus et le gouvernement sur la fermeture de ces classes en milieu rural. Vannick Berberian, est-ce que vous avez des remontées du terrain, des classes qui vont fermer? Alors, je crois qu'il faut être précis, parce qu'on a une argumentation d'un côté, on a une contre-argumentation de l'autre, donc il faut être très précis. Quand le ministre dit qu'il y a des classes qui vont fermer et d'autres qui vont ouvrir, c'est tout à fait vrai. Mais après, il faut faire le solde, c'est-à-dire qu'il faut regarder ce qui reste in fine. Et puis deuxièmement, au-delà de la question de la moyenne qui se pose, il faut regarder aussi très concrètement l'impact que peut avoir sur les autres classes ou sur les autres écoles une fermeture de classe. Voilà. Parce que quand on regarde globalement et la carte départementale, la carte scolaire, elle a une approche générale, elle vous fait des moyennes et elle vous dit que voilà, c'est pas finalement si mal. La réalité, c'est que dans certains cas, une fermeture de classe va avoir une incidence très lourde. Je prends l'exemple de mon regroupement pédagogique. Une classe donc était prévue d'être fermée. Le résultat très concret, ça voulait dire une classe maternelle à 28 enfants. Voilà. Est-ce que c'est de bonnes conditions pour une classe maternelle d'avoir 28 enfants? Je ne suis pas convaincu. Pierre Ouzoulias, 57 départements seraient concernés avec un solde négatif. Et c'est évidemment les territoires ruraux qui payent l'addition? Non. Non, moi j'ai votre département également? Dans notre département, les Hauts-de-Seine, le solde, donc la différence entre ce qui ouvre et ce qui ferme, c'est 100 classes. Il y a un coup de rabot qui est général, qui n'épargne pas les territoires urbains, même si, comme Monsieur le maire, vous le disiez très justement, il y a une problématique spécifique des territoires ruraux qui fait que quand on ferme une classe ou une école dans un territoire rural, ça pose beaucoup plus de problèmes qu'en ville, j'en conviens parfaitement. Le fond du problème, c'est que le ministre a raison de dire que quand on met moins d'élèves par classe, ça marche mieux. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais le problème, c'est qu'il fait cette réforme avec un budget contraint, avec un budget qui est en baisse. Donc pour habiller Pierre, il déshabille Paul. Et ça, c'est pas une bonne politique. Son argument, c'est également qu'il y a une démographie en baisse, 32 000 écoliers de moins à la rentrée prochaine. Est-ce que du coup, finalement, c'est pas logique que plus de classes ferment? Non, parce que l'argument démographique, il ne fonctionne pas partout. Je pense par exemple aux Hauts-de-Seine, il n'y a pas de baisse de la population. Au contraire, il y a une hausse. Et je pense que ce débat qui vise à opposer le dédoublement des classes en REP+, et la fermeture dans les territoires ruraux est un faux débat. Le vrai débat, c'est de mettre en évidence la forte disparité d'accès à l'éducation nationale sur tout le territoire national. Et ça concerne à la fois des territoires urbains et des territoires ruraux. Aujourd'hui, la carte des difficultés sociales se superpose à la carte des difficultés de l'éducation, notamment dans les territoires du nord et de l'est de la France, ce qui correspond à la fois à des milieux urbains
et des milieux ruraux. Donc le problème de fond à régler, c'est les disparités sociales d'accès à l'éducation. Vannick Berberian, les conséquences, vous avez dit des classes plus surchargées ailleurs. Il faut aussi organiser pour les départements du ramassage scolaire pour emmener dans une commune. C'est tout ça qui va falloir les départements et les communes aussi assurent le transport des enfants dans le cadre des regroupements pédagogiques. Le fait qu'il y ait une baisse démographique, c'est indéniable. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas uniquement retenir cet argument-là pour justifier toutes les fermetures. Et derrière, il y a une autre question qui est posée, qui est beaucoup plus large, qui est celle de l'équilibre et de l'aménagement du territoire. On en parle souvent entre maires ruraux, quand on se bat pour la mobilité, pour la santé, pour l'école. Derrière ce débat-là, qui est un débat ponctuel, il y a la question en amont: quel équilibre du territoire on veut pour demain? Est-ce qu'on va continuer à concentrer les moyens, les humains, les pouvoirs aussi, vers les pôles urbains, ou est-ce qu'on va viser un équilibre? Voilà. En France, il y a quand même une propension à considérer que c'est la ville qui concentre tout ce qui est bien et que les territoires ruraux, ce sont des territoires un peu en périphérie et qui souffrent. Et donc, on va nous proposer, dans certaines chartes de l'école qui sont proposées à la signature, eh bien, que les enfants soient regroupés dans le pôle urbain de chef-lieu de canton, par exemple, autour d'un collège. Voilà. C'est toujours de cette manière que les choses se passent. La question de la proximité, elle est évacuée et on concentre vers le pôle urbain. Or, vous serez d'accord pour dire que la distance entre un point A et un point B est la même qu'entre le point B et le point A. Voilà. Autrement dit, si on emmène des enfants de la campagne vers la ville, on pourrait tout à fait imaginer faire également l'inverse. D'où la notion d'équilibre du territoire. Cette grogne des élus des territoires ruraux, c'est aussi parce que Emmanuel Macron avait fait une promesse, c'était en juillet dernier, lors de la conférence des territoires, ici au Sénat. Le chef de l'État avait fait une promesse. Je vous propose de l'écouter avant de revenir en plateau. En matière d'école et de santé, je ne souhaite pas qu'on revienne en arrière ou qu'on reconstruise ce qui a parfois été détricoté. Je souhaite aller à la fois vers plus d'innovation et proposer une évaluation partagée des besoins. Cette évaluation doit être conduite d'ici à la fin de l'année, afin de construire un plan d'action conjoint entre l'État et les territoires. Ce qui est sûr, c'est que les territoires, en particulier les plus ruraux, ne peuvent plus être la variable d'ajustement d'économie. C'est pourquoi, d'ici là, en particulier, il n'y aura plus de fermeture de classes dans les écoles primaires. Pierre Ouzoulias, une promesse, on dit souvent Emmanuel Macron, il fait ce qu'il a dit. Là, visiblement, ce n'est pas le cas. Il y a deux promesses. Il y en a une qu'on a oubliée, c'est celle de François Fillon, lors de l'élection présidentielle, qui avait promis de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont en lutte contre Macron parce qu'il ne fermerait que 120 000 de fonctionnaires. Donc il faut un peu de cohérence dans l'opposition politique. On ne peut pas réclamer un plan de licenciement d'1 demi-million de fonctionnaires et aujourd'hui hurler quand on ferme des classes rurales. Il y a un problème du service public qui est général. Vous parlez des écoles, on peut parler aussi des chemins de fer. Ces mêmes territoires ruraux vont être accablés demain par la fermeture de lignes. On pourra l'évoquer à la fin du débat. Voilà, donc, il y a un problème de fond. Ce gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il applique une méthode austéritaire, classique, comme le précédent, et donc il passe un coup de rabot sur l'ensemble des dépenses publiques. Ce qui sera important, c'est que des ministres comme M. Blanquer l'assument. Il faut que M. Blanquer dise, ben voilà, je fais avec les moyens que le gouvernement me donne, c'est-à-dire des moyens en baisse. Là, il y a mensonge pour vous du gouvernement? Oui, c'était la même chose pour les universités. On a eu un débat la semaine dernière sur les universités. On n'a pas réussi à faire dire à la ministre une seule fois que le budget des universités est en baisse, alors que c'est quand même le problème de fond. Vannick Berberian, vous, sur les territoires ruraux, justement, cet impact? Des propos comme ceux du président de la République sont dévastateurs dans l'amertume que cela provoque. Et voilà, il y a un problème de cohérence entre les propos et les actes qui est essentiel. Et c'est un peu ce dont souffre la classe politique dans son ensemble. Dire les choses et ne pas le faire, ça pose quand même des soucis. On voit bien combien la crédibilité politique est mise en doute aujourd'hui.
comme hier d'ailleurs. C'est pour ça que les prises de position qu'on a vues tout à l'heure de certains parlementaires de l'opposition, sincèrement, entre nous, ça nous fait un peu rire quand même. Parce qu'ils tenaient ou ils organisaient les choses de la même manière auparavant. Et cette soudaine passion pour les territoires ruraux, nous, ça nous étonne. Voilà. Donc, il faut regarder quel est le niveau de sincérité par rapport à ces émois qui sont exprimés au sein de l'hémicycle. Petite parenthèse. Encore une fois, moi j'insiste sur la question de ce que porte l'école dans les territoires ruraux et sa dimension symbolique. Pourquoi est-ce que les gens se déplacent en nombre, font des pancartes, vont s'attacher dans les grilles, etc., etc. C'est parce que l'école porte une dimension symbolique très très forte. Voilà. Et là, on est dans un sujet qui est celui de la place de la ruralité. Quelle place on veut donner à la ruralité dans notre ensemble d'aménagement d'équilibre du territoire. Quand une école ferme, c'est presque la petite mort d'un village ? Ben, je ne suis pas d'accord avec cette formulation, vous voyez. Moi, je trouve que c'est... Enfin, dire que... On l'entend souvent, hein, mais parce que justement, on est dans l'émotion, on est dans cette expression, si vous voulez, qui est très très forte. Quand on entend dire une école qui ferme, c'est un village qui meurt, moi, je m'inscris en faux contre cette formulation-là. C'est plus difficile d'attirer des gens qui souhaiteraient s'installer dans certains villages s'il n'y a plus l'école. Vous savez qu'il y a aujourd'hui une commune sur deux qui n'a pas d'école, physiquement. Ça ne veut pas dire que les enfants qui résident dans ces communes n'apprennent pas à lire et à écrire et ne vont pas à l'école. Et c'est ça qui a changé. La commune aujourd'hui, c'est plus une petite république qui vit en autarcie avec son maire, son curé, son boulanger et son école. Vous avez des regroupements pédagogiques et quand effectivement vous n'avez plus assez d'enfants pour constituer une dynamique intéressante au niveau de la classe, ce n'est pas rendre service à l'enfant que de vouloir coûte que coûte maintenir l'école. Et peut-être qu'effectivement, le regroupement avec une autre école, c'est sans doute la solution. À la condition que tous les maires se sentent concernés par l'école. Vous voyez, ce n'est plus l'école de la commune, c'est l'école d'un territoire. Donc il y a une modification de l'état d'esprit, du regard qu'on doit porter sur l'organisation scolaire aujourd'hui et parler davantage d'école de territoire plutôt que de l'école communale au sens où on l'appréciait jadis. Vous l'avez évoqué tous les deux. La droite tente de mobiliser sur ce sujet. Des opérations ont eu lieu, notamment vendredi, dans les départements concernés. Je vous propose, à ce sujet, d'écouter Annie Genevard, secrétaire générale des Républicains, qui intervenait à ce sujet dans notre matinale Territoire d'Info. Aujourd'hui, on s'émeut aux Républicains de la suppression très importante de classes en milieu, en dehors des REP+, c'est-à-dire des zones d'éducation prioritaire+. Ce qui nous remonte des territoires est tout de même préoccupant. Donc moi, je dis au ministre, c'est bien les REP+, mais vous savez, une enquête faite en 2015 montre qu'un jeune élevé en Seine-Saint-Denis a plus de chances d'accéder à un poste de cadre qu'un jeune d'un département très rural. On serait bien inspiré de se rappeler tout de même que le territoire français, il est fait de métropoles, mais aussi de petites villes, de moyennes villes et de territoires ruraux. Pierre Ouzoulias, la droite, tente de jouer l'urbain contre le rural ? Je ne comprends pas comment, dans une république, on peut opposer les REP au territoire. Les REP, elles sont dans des territoires, c'est des territoires urbains qui comptent comme les autres, et dans lesquels il y a aujourd'hui un niveau d'inégalité sociale qui est prodigieux. Moi, je suis élu des Hauts-de-Seine, je peux vous assurer qu'entre Neuilly et Gennevilliers, il y a sans doute beaucoup plus de différences qu'entre un territoire citadin et un territoire rural. Moi, j'aimerais juste rappeler deux chiffres, si vous me permettez. Pour les dépenses d'enseignement, la France, en Europe, elle est au 8e rang. Au 8e rang. Nous consacrons 5,3% du PIB à l'enseignement contre 6,5% au Royaume-Uni. Et pour l'enseignement élémentaire, écoutez bien, on est au 13e rang. 13e rang. Voilà. Donc, les inégalités sont là. Il faut les traiter pour l'ensemble du territoire et pas opposer les territoires entre eux. Ça ne sert à rien. Monique Berberian, ce qui est gênant aussi peut-être, c'est que chaque année, il n'y a pas d'anticipation. La démographie, on la connaît et il n'y a pas d'anticipation. On découvre 4 mois avant, ces classes vont fermer. Oui. Mais je suis assez d'accord sur le fait de l'aspect un peu artificiel de l'opposition ville-campagne. La réalité, c'est riche-pauvre.
plus que ville-campagne. Tout à fait. Et vous parliez tout à l'heure de la droite qui voulait se refaire une santé sur la ruralité. Je ne peux pas remettre en cause... C'est comme ça que je l'ai compris. Annie Genevard, qui est une ruraliste sincère, là, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Mais je crois qu'effectivement, il faut se poser aujourd'hui la question de la place, je le disais à l'instant, de la place de la ruralité. Et donc, on a aussi, puisqu'on cite des études qui montrent que les niveaux en milieu rural sont supérieurs au niveau des villes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une qualité d'enseignement qui est sans doute liée à un effectif moins important dans les classes, qui est tout à fait intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'effectivement, au niveau de l'enseignement supérieur, les jeunes ont quelques réticences donc, à s'engager dedans? Ça, c'est une vraie question. Voilà. La question qui est posée aujourd'hui, c'est celle de l'organisation territoriale. Je parlais tout à l'heure du fait qu'il fallait changer notre mode de pensée. Et vous avez donc une structure qui s'appelle le CDEN, Conseil départemental d'éducation nationale, qui est une tartufferie. Voilà, ça fait 30 ans donc, que je participe à ça. C'est l'inspecteur d'académie qui vient présenter sa carte, qu'il a raisonné tout seul. Ça vient d'en haut et la décision. Ça vient d'en haut. On nous demande de voter. Tout le monde vote contre et elle est appliquée quand même. Donc c'est pour ça que dans l'Indre, on a fait un CDEN pirate. Voilà. Il faut rebattre les cartes. Très bien. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. On va continuer à parler de territoire puisque le Salon de l'agriculture ouvre ses portes ce week-end à Paris. Public Sénat sera comme chaque année présente pour ce grand rendez-vous des territoires français. Un événement qui se tient alors que l'inquiétude grandit chez les agriculteurs à l'approche d'une nouvelle réforme de la PAC, la politique agricole commune de l'Union européenne. Quentin Calmet est allé à la rencontre de ses producteurs et de représentants syndicaux. Reportage. Dans les Deux-Sèvres, cela fait 10 ans que Vincent Touzeau a repris les 125 hectares de l'exploitation agricole de son père. Ici, c'est un troupeau de vaches laitières, donc il y en a 50 dans le bâtiment. Donc ce sont des Holstein, qui est une race qui a été sélectionnée pour produire du lait. Produire du lait, une gageure ces dernières années. Lorsqu'il s'est installé, cet agriculteur ne s'attendait pas à traverser de telles zones de turbulence. Car personne n'imaginait alors que les prix du lait pouvaient s'effondrer en quelques saisons. On a eu 1 ou 2 premières années qui sont bien passées, et puis depuis, il y a quand même le prix du lait qui est trop bas, et puis les céréales aussi qui se sont effondrées depuis 1 ou 2 ans là. Donc on essaye de passer le cap, même si c'est quand même quelques sacrifices en termes de... Ça peut être de rémunération, ça peut être du décalage d'investissement, ça peut être plein de choses, et donc il faut quand même passer le cap et puis essayer de trouver des solutions au niveau de l'exploitation, et puis aussi compter sur des évolutions de la politique agricole après tout. C'est un reproche de la profession. En libéralisant les marchés, la politique agricole commune a fragilisé les exploitations. Les producteurs de lait sont ainsi devenus très vulnérables au cours du marché. La PAC actuelle aussi s'est complètement désengagée de la gestion des marchés. Et pour nous, c'est un problème qui se traduit aujourd'hui par la crise dans le lait, les prix bas au niveau des céréales, un certain nombre de cycles de prix bas que traversent d'autres productions, d'autres filières. Donc ça, c'est extrêmement important de le souligner, et qu'un des enjeux aussi de demain, c'est que la politique agricole se réapproprie aussi cette question de la gestion des marchés, de la gestion de crise. Ce sentiment de fragilité des exploitations, il est partagé à l'autre bout de la France. Ici, en Normandie, Arnold Puech d'Alissac élève des volailles et des vaches. La PAC représente 15% de ses revenus, soit environ 36 000 € versés par an. Une somme devenue indispensable dans la majorité des exploitations agricoles françaises. Sur le marché unique, l'agriculture est devenue ultra concurrentielle entre producteurs européens. Une obsession pour cet éleveur membre de la FNSEA. Gagner sa vie en vendant des produits moins chers qu'avant, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc il faut en produire de plus en plus. Avec la réforme prévue pour 2020, il s'inquiète d'une possible renationalisation de la PAC, avec des objectifs de production qui seraient fixés par la France et non au niveau européen. On a très peur d'une trop forte renationalisation. La politique, elle est agricole et commune, elle doit être partagée et la plus proche entre nous et nos collègues. Depuis plusieurs mois,
Un autre syndicat agricole planche également sur cette 6e réforme de la PAC. La Confédération paysanne prône une transition vers un autre modèle agricole, abandonnant le productivisme. Ce jour-là, ils sont une dizaine d'agriculteurs venus plancher au sein d'un groupe de travail. Ici, l'objectif est bien de bouleverser le modèle agricole actuel. Les besoins de la société française et européenne, c'est de préserver nos ressources naturelles, c'est de rémunérer les producteurs et surtout et d'abord de produire une alimentation saine en quantité suffisante. Jeunes agriculteurs, FNSEA, Confédération paysanne, chaque camp fourbit actuellement ses armes, l'occasion pour chacun de défendre sa vision du modèle agricole pour les générations à venir. Et pour prolonger ce sujet, nous retrouvons Tam Tranui en salle des conférences du Sénat avec Jean Bizet, le président Les Républicains de la Commission des Affaires européennes. Oui, Jean Bizet, on a entendu dans le reportage de Quentin Calmet les nombreuses inquiétudes de nombreux agriculteurs concernant la PAC, la politique agricole commune. Certains lui reprochent, je les cite, de s'être désengagé de la gestion des marchés, ce qui a mis certains agriculteurs dans une très grande situation de fragilité. On entend dans ce reportage les producteurs de lait, mais aussi par exemple les céréaliers. Il est vrai que nous ne sommes plus à l'époque, c'était dans le début des années 90, où la PAC était entre guillemets administrée. Cette époque est derrière nous, donc ça rend les agriculteurs extrêmement vulnérables parce qu'ils sont en prise directe avec le marché qui est un marché désormais mondial. Ceci dit, si vous voulez, Faut-il changer la PAC face à cette situation ? Sous cet angle-là, il faut changer la PAC. Moi, je le dis et je le réclame déjà depuis quelques années. Et je tiens à saluer le travail qu'a fait monsieur le commissaire Phil Hogan, qui n'est pas encore complètement abouti. Le travail qu'a fait également Michel Dantin au travers du règlement Omnibus, c'est-à-dire d'inverser en quelque sorte les règles en matière d'autorité de la concurrence. Et que les ententes en agriculture doivent devenir la règle. C'est les modifications tout simplement de l'article 222 de l'Organisation commune de marché. C'est ce que font les États-Unis depuis les années 20 au travers du Cooper-Volster Act. La règle, si je puis dire, c'est que les agriculteurs puissent se regrouper jusqu'à la mise en marché, notamment à travers des organisations de producteurs, et d'avoir, ce faisant, un effet de levier vis-à-vis des intervenants, notamment du transformateur ou de la grande distribution. D'autres s'inquiètent également dans ce reportage d'une trop forte renationalisation de la PAC. Le risque, c'est de voir apparaître 27 politiques nationales agricoles différentes avec une distorsion de concurrence pour les agriculteurs qui dépendraient donc des aides de chacun des États. Écoutez, c'est une crainte que moi-même j'ai exprimée lors de notre dernière rencontre avec le commissaire Phil Hogan il y a une quinzaine de jours lorsque nous sommes passés à Bruxelles. Nous avons l'assurance qu'en la matière, il n'y aurait pas 27 politiques agricoles différentes. Par contre, une plus grande, je dirais, subsidiarité et l'attitude des États membres pour la mise en application, notamment des règles du deuxième pilier. Donc, je voudrais rassurer les éleveurs là-dessus. Par contre, ma plus grande crainte, elle est réelle, on le voit depuis 72 heures, c'est sur la baisse probable des crédits budgétaires de la PAC. Et il est bien évident que... les agriculteurs français sont très dépendants des crédits de la PAC aujourd'hui. Oui. Sur certaines filières, c'est jusqu'à 20%, si vous voulez. Et là, dans le reportage, un agriculteur avec 15% de ses revenus qui venaient de la PAC. Et effectivement. Or, c'est une activité, l'agriculture, je crois qu'il faut bien comprendre ça, qui est une activité hautement stratégique. Au moment où tous les États continents, parce que ce sont nos concurrents, les États continents, que soient les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil, augmentent leurs crédits alloués à l'agriculture. Et nous, l'Europe, nous faisons le chemin inverse. Il faut sanctuariser le budget de la PAC. Je ne suis pas, je dirais, naïf. Je sais très bien qu'il y a d'autres dépenses, à savoir le fait que la Grande-Bretagne nous quitte, c'est à peu près 13 milliards d'euros qu'il faut trouver. D'autres politiques en matière de sécurité, en matière de lutte contre le terrorisme, de protection des frontières. Il y a d'autres priorités, mais l'agriculture en est une. Ça fait à peu près 25 milliards, si vous voulez, qu'il faut trouver. Mais l'agriculture est une activité hautement stratégique. Et il faut
la privilégier et la sanctuariser. C'est ça que vous demandez avec cette 6e réforme de la PAC, que l'on sanctuarise ces crédits avant tout? Est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Absolument. Non, parce que si vous voulez, quand on regarde la balance commerciale, si vous voulez, c'est quand même une activité qui est extrêmement, je dirais, profitable à la balance commerciale française et européenne en général. Ceci étant, si vous voulez, il y a également derrière tout cela toute la vitalité du monde rural. Et je l'ai dit et écrit, quand la désespérance commence, je dirais, à gagner comment dirais-je, dans nos campagnes, c'est tout simplement parce que les agriculteurs n'en peuvent plus. Merci beaucoup, Jean Bizet, pour votre réaction. Merci, Ethan. Et pour continuer à évoquer ce sujet de l'agriculture, j'accueille sur le plateau Samuel Vandal, secrétaire général des jeunes agriculteurs. Il est interrogé par Saveria Rojek. C'est le face-à-face de Sénat 360. Bonjour Samuel Vandal. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors on va parler de votre rencontre jeudi prochain avec Emmanuel Macron. Peut-être tout d'abord une réaction au reportage et à l'interview qu'on vient de voir sur la réforme de la PAC. Je vous ai vu réagir pendant cette interview. Voilà, ce qu'explique le sujet, c'est que cette réforme est prévue donc pour 2020. Des objectifs de production qui seraient désormais fixés par la France et non plus par Bruxelles. Est-ce que ça vous inquiète? Mais aujourd'hui, renationaliser la PAC, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Aujourd'hui, la politique agricole commune, c'est bien une politique agricole qui est définie dans une Union européenne. Donc si jamais on renationalise la PAC, aujourd'hui, à quoi sert l'Europe? Très clairement, aujourd'hui, on a besoin d'avoir une politique qui est accompagnée sur l'agriculture à l'échelle de l'Europe pour avoir une certaine cohérence au niveau des normes et au niveau des produits européens. Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit à un moment donné. Pourquoi une aide spécifique à l'agriculture? Le sénateur disait parce que c'est un secteur important qui pèse énormément et stratégique. Mais j'ai envie de dire que si on a mis une politique agricole commune en place, c'est parce que c'est bien, ça concerne bien une situation des produits alimentaires, des denrées alimentaires. Et à l'origine de la PAC, c'était pour rééquilibrer et donc diminuer le prix de l'alimentation de base. Et pour que tout le monde puisse avoir une alimentation de qualité à disposition. Donc il ne faut pas détricoter ce qui a été fait, c'est ça? Non, il ne faut pas revenir en arrière. La PAC a besoin d'avoir un bon coup de balai, elle a besoin très clairement d'avoir un bon nettoyage, d'avoir quelque chose de plus ambitieux aujourd'hui, avec un budget aussi. Et ça a été dit, un budget ambitieux. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter d'avoir une baisse du budget de la PAC. On compte sur Emmanuel Macron pour aller se battre à l'Union européenne là-dessus. Alors justement, on va y venir. Vous serez reçu jeudi à l'Élysée, vous et plusieurs centaines d'agriculteurs. L'Élysée parle pour cette rencontre de la nouvelle génération agricole. Comment ça s'est passé? Comment a été lancée cette invitation? Écoutez, on a été au courant en même temps que les préfets, donc que le président de la République voulait... Voilà, ce sont les préfets qui ont été chargés de vous sélectionner. On a été au courant que c'était en discussion, grosso modo, d'avoir 1000 jeunes qui viennent à l'Élysée. Charge au préfet de trouver 10 jeunes par département, 50% de femmes, des jeunes qui seraient installés en 2017, moins de 35 ans. C'était assez précis, la commande. Après, bon, on verra qui sera là. Donc, on ne sait pas vraiment qui sera là. Ça sent un plan de communication très précis, quand même. Écoutez, ce que nous explique l'Élysée, c'est que ça s'inscrit dans un plan de communication où le président de la République ne prendra pas la parole publiquement au Salon de l'Agriculture, où il veut faire un certain nombre d'annonces sur l'avenir. On sera très attentif, on n'est pas totalement dupe, on sait que ça va se traduire dans son plan de communication, on attend des vraies réponses. Alors justement, vous attendez quoi précisément de cette rencontre avec Emmanuel Macron? Quel est le message que vous allez porter? Quelle est votre principale préoccupation aujourd'hui? Bon, déjà, je pense qu'on va l'écouter. C'est lui qui nous invite, qui invite tous ces jeunes-là, donc je pense qu'il va parler, à mon avis, au moins une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, sur les sujets fonciers, installation, PAC, filière, on sort aussi des EGA. Et puis un sujet sur lequel nous, on aimerait bien avoir un certain nombre de points et d'éclaircissements, c'est le Mercosur, ce sujet-là qui est un traité de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud et sur lequel on va faire entrer dans l'Union européenne un certain nombre de produits qui ne respectent pas les normes européennes et françaises. Je crois également qu'au premier rang de l'inquiétude des agriculteurs aujourd'hui, c'est cette nouvelle carte des zones défavorisées. C'est une carte qui détermine l'attribution des aides européennes. Elle est aujourd'hui en train d'être refaite, d'être complètement réécrite, d'être mise à plat. Précisément, que risquent les exploitations qui sortiraient de cette carte? Est-ce qu'elles risquent réellement de disparaître?
On voit qu'aujourd'hui, la moitié, certaines exploitations, cette aide représente la moitié de leurs revenus. C'est énorme. Oui. En fait, si vous voulez, dans l'ancienne carte, les zones défavorisées, certaines communes ont été classées pour combler un handicap naturel qui est lié au terroir, qui est lié à la montagne, qui est lié aussi à des zones d'élevage. Aujourd'hui, cette carte-là a été refaite. Alors, on en est à la je ne sais trop combienième de version. Ces exploitations-là, oui, vont traverser quelque chose d'assez difficile. On va leur retirer une aide qu'ils avaient depuis longtemps. Le gouvernement devrait annoncer aussi et devrait travailler sur un certain nombre de points pour compenser cette perte d'aide-là. On va rester vigilant parce qu'il ne s'agit pas de dire attention les gars, on vous retire cette aide, on va travailler, on va compenser avec autre chose. Non, on veut Le gouvernement, justement, Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, estime que ce sont 1400 communes, précisément 1400 communes qui sortiraient du dispositif des zones défavorisées. Mais il s'engage, vous l'avez dit, à ce que l'État accompagne les agriculteurs touchés. Selon le ministre, les pertes seront compensées, en tout cas, jusqu'en 2020. Voilà, ça vous fait rire. J'allais vous demander, est-ce que ça vous rassure quand on parle de compensation? Ça me rassure. C'est souvent ce qu'on emploie en politique. On dit, vous inquiétez pas, vous allez sortir, mais on va vous compenser. Non, aujourd'hui, nous, on a besoin de concret. Je le dis assez souvent. On a perdu. Donc très clairement, en fait, vous refusez que les communes soient déclassées, sortent de cette carte. C'est-à-dire qu'il faut trouver une issue à cette chose-là. Aujourd'hui, on demande encore du temps pour réexpertiser d'autres critères, pour réintégrer les critères qui en ont besoin. Aujourd'hui, c'est important de pousser au bout l'expérimentation pour être sûr qu'on est bien dans le cadre des zones défavorisées et qu'on n'a oublié personne, qu'on essaye d'oublier personne. Maintenant, à côté de ça, on dit qu'on va être compensé. Moi, je veux bien, les promesses politiques, on en a depuis des années. Aujourd'hui, les agriculteurs qui sont sur le terrain n'y croient plus. Donc, on va juger sur les actes. Alors, la question de la rémunération des agriculteurs, c'est la mère des batailles. Est-ce que vous attendez également des engagements d'Emmanuel Macron sur cette question de la rémunération? Bien sûr. On sort des États généraux de l'alimentation, un bel exercice démocratique où, en fait, tout le monde a été mis autour de la table. Vous y avez participé? On y a participé activement sur tous les groupes, 18 groupes qui se sont réunis entre 3 et 4 fois suivant les groupes. Et des conclusions qui arrivent, qui sont plutôt bien tracées, entre autres sur le chantier, qui était la construction du prix. Voilà, quel prix à payer pour nos produits. Et donc renverser la tendance, se dire qu'aujourd'hui, on ne va plus se faire imposer le prix par l'industriel, par la grande distribution, mais qu'on va bien construire le prix, et c'est important pour vivre dignement de notre métier. On ne demande pas à survivre, on demande juste à gagner notre vie. Aujourd'hui, on est passionné, mais on veut en vivre. Justement, combien aujourd'hui d'agriculteurs en France produisent à perte? Aujourd'hui, c'est compliqué à dire, mais un bon nombre. Vraiment beaucoup. Je vous dis très clairement, le salaire moyen l'an dernier était de 350 € par mois pour un agriculteur, toute filière confondue. Donc ça vous laisse le choix de dire qu'il y en a qui sont un peu plus et d'autres un peu moins, donc ils sont à perte. Voilà. Et très clairement, c'est aussi cette pression est renversée dans la table de négociation, la pression que les industriels exercent sur les agriculteurs. Aujourd'hui, il faut qu'on soit vraiment tous autour de la table. On a des produits d'exception qui sortent de nos exploitations, il faut les payer. Vous réclamez également des mesures fortes sur le désendettement. Alors le désendettement, c'est vrai que l'agriculture depuis plusieurs années traverse une crise sans précédent, alors suivant les filières plus ou moins longues, on l'a vu avec le lait depuis 5 ans, les céréales aussi depuis 3-4 ans, la viande bovine. Donc aujourd'hui on a besoin d'avoir des mesures spécifiques adaptées à chaque exploitation. On ne pourra pas avoir un plan de masse, il faut que chaque exploitation puisse avoir une situation pour désendetter nos exploitations. Le gouvernement a présenté fin janvier un projet de loi sur l'alimentation, un texte qui est destiné à mieux rémunérer les producteurs et en particulier les accompagner dans leurs négociations avec les industriels et avec les distributeurs. Est-ce que ça vous paraît faisable ou alors c'est complètement illusoire selon vous? Non, ce travail d'accompagnement du gouvernement? Moi, je pense que c'est faisable. On verra bien ce qui va ressortir de l'Assemblée nationale et du Sénat, vu que tout cela va forcément passer par des débats. J'espère tout simplement que le gouvernement, que les sénateurs, que les députés ne lâcheront rien face à une certaine pression de gens assez puissants. Et donc, à qui? Je pense entre autres aux grandes distributions ou aux grands groupes industriels qui aujourd'hui ne publient pas forcément leurs comptes parce qu'ils n'ont pas envie ou ont une force de lobbying assez forte. Donc aujourd'hui, on espère et on n'acceptera pas que le gouvernement, nos politiques, nos parlementaires lâchent devant des lobbies tels que ceux-ci. Quel modèle agricole vous portez, vous défendez pour les générations à venir?
Écoutez, aujourd'hui, ce métier d'agriculteur, il marche, et vous l'avez dit, des fois à perte, sans salaire, parce qu'aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes qui la font, des familles, et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça, aujourd'hui, le modèle qu'on défend, un modèle de type d'agriculture familiale, avec un homme, une femme, à la tête d'une exploitation qui prend les décisions et qui est vraiment maître de son outil et de ses choix. Le 26 janvier dernier, en Auvergne, Emmanuel Macron a assuré que l'agriculture française, elle pouvait retrouver le printemps, ce sont les termes du chef de l'État, le printemps, en changeant de modèle pour privilégier la qualité et l'ouverture sur le monde. Il a également promis un plan d'investissement de 5 milliards d'euros. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette vision, dans ces mots, dans cette vision de l'agriculture qu'a le chef de l'État? C'est-à-dire que dans son discours, il y a plein de belles ambitions, de bonnes intentions pour l'agriculture. Non, il y a aussi des annonces. C'est un plan d'investissement de 5 milliards d'euros. Oui, il y a un plan d'investissement de 5 milliards. Il l'avait déjà annoncé à la prise de pouvoir, ce plan de 5 milliards. Quand il y avait eu le transfert de la PAC cet été sur le premier pilier au deuxième pilier, on avait dit on verra avec l'enveloppe des 5 milliards d'euros pour en remettre sur les filières qui ont été un peu plus impactées. Là, il y a les zones défavorisées. Je vois quand même bien arriver la sortie où on dit attendez, on va aller rechercher un peu d'argent dans les 5 milliards. Et puis en même temps, nous, sur les 5 milliards, il y a des choses sur lesquelles on aimerait bien aller. Sur la recherche, sur l'innovation, sur la génétique, voilà, toutes ces choses-là, aujourd'hui, on a besoin pour avancer et justement répondre à ce défi alimentaire, de se dire qu'aujourd'hui, on aura une alimentation encore meilleure. Très rapidement, quel accueil allez-vous réserver au chef de l'État samedi au Salon de l'Agriculture? L'accueil qu'on lui réservera dépendra des annonces et des réponses qu'on aura eues mercredi. C'est-à-dire que si aujourd'hui... jeudi, pardon. Si jamais jeudi, il ne répond pas vraiment au vrai sujet d'actualité, alors je comprends qu'il faille voir plus loin, mais aujourd'hui, on a besoin aussi d'avoir des réponses concrètes. Et les jeunes qui s'engagent et qui se sont installés ont besoin d'avoir une vraie vision. Très bien, merci beaucoup. Merci Samuel Vandal, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Saveria, merci Samuel Vandal. Laurent Wauquiez dans la tourmente après la divulgation d'un enregistrement de propos sans filtre tenu devant des étudiants d'une école de commerce lyonnaise. Le patron des Républicains est contesté. Quelles conséquences sur son image et celle du parti? Avant d'en débattre avec mes invités, le résumé des faits par Nelson Guetten. Après un silence gêné ce week-end, l'heure était à la contre-attaque chez les Républicains ce matin. Quand on voit la façon dont 2 heures de cours ont été résumées, si vous enlevez l'explication préalable, en moins de 2 minutes, est-ce que ça, c'est du journalisme? Non. Ça, c'est éventuellement un exercice au niveau CAP d'ajusteur-monteur. Vendredi dernier, l'émission Quotidien avait diffusé des enregistrements d'un cours donné par Laurent Wauquiez à l'école de management de Lyon. Pas de transcription de ce que je dis, parce que sinon, ça peut tout simplement pas être un espace de liberté et ce que je vais vous sortir sera juste le bullshit que je peux sortir sur un plateau médiatique. Dans la suite du cours, le président des Républicains attaque l'ancien président Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il en était arrivé au point où il contrôlait les téléphones portables de ceux qui rentraient en Conseil des ministres. Il les mettait sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos et vérifier ce que chacun de ses ministres disait au moment où on rentrait en Conseil des ministres. Laurent Wauquiez s'en prend ensuite à Gérald Darmanin, dont la plainte pour viol a été classée sans suite, avant d'accuser Emmanuel Macron d'être à l'origine de la chute de François Fillon pendant la présidentielle. Des accusations graves qui depuis divisent la droite. Pour Éric Woerth, ces propos ne concourent pas au rassemblement du parti et sont même une faute morale et politique pour Jean-François Copé. Xavier Bertrand, qui a quitté le parti il y a quelques mois, tire quant à lui à boulet rouge. Mais c'est du Trump, c'est pire que Trump. Certains veulent trumpiser la vie politique française. En disant de toute façon, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on parle aux gens. Et dans ces cas-là, il faut mieux abattre les adversaires, les mettre à terre, plutôt que de faire le combat d'idées. Pour sa défense, Laurent Wauquiez évoque une discussion libre avec des étudiants, parfois sur le ton de l'humour, et promet des poursuites judiciaires. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités. Thierry Vedel, politologue et chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Mickaël Darmon, éditorialiste politique à Sud Radio. Bonjour. Et enfin Arnaud Mercier, professeur en communication politique à l'université Paris 2 Assas. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, des propos de Laurent Wauquiez sans filtre qui le fragilisent. Est-ce que cela le fragilise, Thierry Vedel?
Difficile à dire. D'abord, j'ai l'impression que c'est pas forcément un sujet qui préoccupe une très grande majorité de Français. Je ne sais pas si vous avez vu les tweets au sujet de votre émission. Il y a des gens qui envoient des tweets pour dire mais il n'y a pas d'autre sujet et le pouvoir d'achat, des choses comme ça. Donc ça, c'est peut-être la première remarque qu'on peut faire. Ensuite, c'est toujours très difficile parce qu'il y a d'une part la personne du président des Républicains et puis ensuite, il y a ce que ça représente les Républicains en tant que formation politique. Et il n'y a pas de raison quand même, c'était la formation politique majeure. Jusqu'à la présidentielle, c'était 30% de l'électorat. Cet électorat n'a pas disparu comme ça. Donc il va rester quelque part malgré toutes les vicissitudes et les actions de son président. Mickaël Darmon, est-ce que c'est une faute quand même de Laurent Wauquiez, cette parole sans filtre face à des étudiants? Je ne sais pas si c'est une faute, ça c'est pas ni à moi ni le lieu peut-être de le dire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça va politiquement infuser. Ça va être un peu son sparadrap, ça va être un peu c'est son casse-toi pauvre con. Il va apporter cela en permanence, ça va être un peu la marque de fabrique maintenant du personnage, ça va politiquement infuser, on le voit auprès de ses militants, on le voit où on l'entend surtout pas auprès de ses principaux lieutenants qui ont tous pris le maquis. À part les deux porte-paroles qui sont payés pour ça. Mais les lieutenants politiques ont tous pris le maquis et personne n'ose défendre. Donc Wauquiez, la conversation qu'il a eue samedi après-midi avec Nicolas Sarkozy enlève tout doute en ce qui concerne le caractère humoristique ou deuxième degré de l'affaire. On est vraiment dans un moment peut-être effectivement d'aucuns pensent de faute politique, mais en tout cas de propos qui installent le personnage et qui caractérise et qui continue à confirmer le fait que depuis qu'il a décollé, son parti décolle de travers, puisque chaque fois qu'il prend la parole, c'est une polémique. Darmanin, il est contré par tout le monde. Ensuite, il dit qu'il est protectionniste et donc les libéraux de son parti prennent la mouche. Et puis maintenant, c'est l'affaire de ses propos à Lyon. Donc c'est compliqué pour lui de s'installer et c'est compliqué de muter du conquérant un peu Rastignac, totalement sur la brèche en permanence, étant celui qui cherche le bon créneau. C'est compliqué de muter pour être un vrai chef de parti et éventuellement un chef d'État. Arnaud Mercier, il touche ses limites, Laurent Wauquiez. Il peut plus se permettre de faire ça maintenant qu'il est à la tête du parti? Oui, sans doute que c'est peut-être son sparadrap, mais c'est aussi un révélateur du fait que maintenant il va contrôler sans doute un peu mieux les choses. En même temps, en termes d'image, je vais être un peu sévère en disant ça, mais je pense pas que ça lui coûte beaucoup parce que de toute façon, il a déjà une très mauvaise image auprès d'une majorité de Français. Donc de toute façon, le seul effet, j'allais dire très notable de ça, c'est que ça va contribuer à accréditer la mauvaise image qu'il a déjà. Et parce que si on regarde bien sur le fond du fond, ce qu'il a dit, vous aurez du mal à le prendre en défaut sur les jugements qu'il porte sur les uns et les autres, de quelque chose qui serait à l'orthogonale complètement des positions qu'il défend. L'idée qu'il y avait un cabinet noir, c'était la position de Fillon, c'est ce que croit encore une majorité des électeurs de François Fillon. Bon, voilà, l'idée que... c'est vrai que Nicolas Sarkozy, sans doute qu'il en rajoute beaucoup, là, parce que ou bien c'est un scoop, et dans ce cas-là, il faut des preuves, ou alors c'est un peu je plastronne devant des étudiants en jouant à l'esbrouf. Bon, voilà. Je crois que le seul point sur lequel, effectivement, le côté sparadrap, à mon avis, c'est le début, quand il dit... on est bien d'accord, il y a un pacte de off entre nous. Sinon, je vais vous raconter les mêmes bullshit que sur les plateaux médiatiques. Quand il va être invité sur un plateau, on lui dira, mais vous parlez... Il est en train de dire, quand je vais sur un plateau, je ne suis pas sincère. Et en fait, c'est pas tant les journalistes qui doivent être vexés, nous on a l'habitude, finalement, de malmener, c'est pas le problème. Mais c'est les gens auxquels il s'adresse à travers nous. Exactement. Donc les Français auxquels il s'adresse depuis des années, il leur dit n'importe quoi. Il va falloir qu'ils gèrent quand même cette démarche. Mais il y a à la fois la question du fond, mais je ne sais pas si on peut lui en vouloir en effet sur le fond, mais il y a aussi la question de la forme. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'un homme politique de premier plan, expérimenté, ne sache pas comment ça fonctionne ? Parce qu'il n'est pas de premier plan, d'abord, peut-être. Si vous voulez, mais en tout cas, expérimenter 20 ans de politique derrière lui, ou quasiment, et qui aspire à de hautes fonctions, comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas mieux comment fonctionne le système, C'est assez étonnant. C'est-à-dire, quand il déclare, on est en off,
il sait très bien qu'il ne peut pas y avoir de off et qu'on est dans un système médiatique où tout le monde est à la recherche d'informations, où il y a une miniaturisation des appareils de capture des sons et des images et que c'est inévitable qu'il se produise des choses comme ça. D'autant plus qu'il va les provoquer, les étudiants. Il ne va pas faire un... C'est quand même stupéfiant. Nous, quand on fait des cours, bon, les cours ont quand même, normalement, c'est pas juste une série d'anecdotes. Il y a des plans, des structures, des références, des choses comme ça. Enfin, on essaye. Tout ça. Mais c'est quand même assez Parce que je étonnant. crois qu'il a tout simplement confondu ce cours avec un bureau politique. Il est comme dans une logique où il est en toute puissance, là. Il installe sa puissance, il installe son parti. Il faut voir comment ses lieutenants nous disent, le premier BP, il a morigéné un tel, remis en place un tel, il a tenu le parti, il tient le BP. Ils ont tenu un bureau politique et ça y est, il tenait le parti. Bon, pourquoi pas, mais et là, il arrive devant les étudiants, il pense que c'est pareil. Il leur dit d'ailleurs, s'il y a une captation, ça ira mal. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ça ira mal. Bon, mais c'est étonnant, mais en même temps, de tous ceux qui pratiquent depuis des années Laurent Wauquiez, soit dans le monde politique, soit en journalisme politique, ne sont pas étonnés parce que c'est comme ça qu'ils parlent tout le temps. Même Nicolas Sarkozy dit depuis des années, il est le plus talentueux, mais on ne peut pas lui faire confiance. Il le dit depuis des années, c'est clair. Donc, quelque part, puisqu'il veut qu'on parle cash, on va parler cash aussi. Il est comme ça. Donc, je crois que cette fois-ci, c'est sorti comme ça. Je pense que il a fait une erreur qu'on peut essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'il a, on le voit bien, c'est dans l'enregistrement tel qu'il est, enfin dans les montages de l'enregistrement, il dit « Je noue avec vous un pacte » qui est un pacte du off the record. Exactement comme certains politiques le proposent aux journalistes sur le mode « Je vous dis des choses, mais à condition que vous ne me citiez pas, vous ne le racontiez pas tout de suite, etc. » Et il pense que ce pacte est signable, y compris avec des étudiants, parce que le jeu du off, c'est tant que vous respectez le off, vous aurez d'autres confidences. Et donc là, la promesse qu'il leur fait, c'est « Je vous dis des choses, et si vous ne voulez pas ce off, et personne n'a intérêt à le violer, je vous dirai au cours suivant d'autres choses. » Mais c'est là, on voit bien que, et alors là, pour le coup, il se fourvoie complètement. Parce que d'abord, des étudiants n'ont en rien à être tenus par ce pacte-là, puisque ce ne sont pas des journalistes, il n'y a pas d'enjeu. Bien sûr. Premièrement. Deuxièmement, il y a aussi un autre contresens, mais alors là, pour le coup, qui est commun à la classe politique française depuis des années, c'est la nature de ce que c'est le off. Le off, c'est pas tant je ne dis rien. C'est je ne donne pas mes sources. Oui, c'est pareil. Ça. Donc on raconte ce qui a été dit, tout en disant ça vient d'un proche d'eux, au sommet d'eux, dans telle sphère, on dit que. Exactement. Et les hommes politiques ont tenté d'éduquer toute une génération de journalistes politiques en disant le off, c'est ne rien dire. C'est pas vrai. Le off, c'est raconter sans citer les sources. Absolument. Donc on est dans un contresens absolu. Tel que le propose Laurent Wauquiez lorsqu'il va devant des étudiants qui ne sont tenus en rien de respecter le pacte avec les journalistes. Oui, mais il leur qu'il n'y a pas de déontologie. Il leur dit, mais c'est ne tweetez pas, mais c'est en ça où il est en contresens. Mais je suis d'accord. Voilà, mais son erreur, elle peut être explicable. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il a cru à quelque chose. Mais c'est étonnant qu'il fasse ce contresens. C'est surtout ça l'idée. On va passer aux conséquences dans sa famille politique. Thierry Vedel, vous disiez ces propos, ils n'intéressent pas les Français. Mais cette famille politique, c'est quand même la première force d'opposition au Parlement. Et lui, il avait fait une promesse, c'était « je rassemblerai ». Et là, on entend même Éric Woerth qui se désolidarise, lui qui était un soutien de Laurent Wauquiez. Donc comment rassembler maintenant ? Non, il va peut-être y avoir des conséquences sur le leadership et sur qui est à la tête de la formation d'opposition de droite. Mais sur le fond, je crois que les choses, là où il y a de vrais enjeux, c'est qu'on va approcher des élections européennes, qui va être un sujet très difficile pour les Républicains. Donc je crois que les principales conséquences vont être sur sa personne. Et encore une fois, là, c'est quand même assez ahurissant de voir quelqu'un qui se fragilise presque volontairement de cette façon, qui ne prend pas en compte tous les codes de la communication politique. Ça fait 20 ans que tous les gens qui sont dans la politique, qui la font de façon sérieuse, savent que c'est de plus en plus difficile de communiquer parce qu'on est sous pression permanente et qu'il faut faire très très attention. Et même des gens très expérimentés font parfois des erreurs. Gordon Brown en Grande-Bretagne ou d'autres. Donc voilà, ce qui est étonnant, c'est que très souvent on juge la capacité d'un responsable politique, non pas sur ses actes politiques, mais sur sa capacité à communiquer, à faire campagne. Une campagne, ça sert d'abord à ça, à sélectionner des responsables politiques. Et là, c'est vrai qu'il a échoué. Et la grande difficulté, c'est qu'il assoit une partie de sa légitimité, en tout cas de son autorité au sein de son parti, par un pacte qu'il a passé avec les sarkozystes.
les Hortefeux, Charon, Morano et autres, qui sont les sarkozystes purs et durs, qui lui ont dit on sera autour de toi, mais attention, respect total du chef. Avec le résultat que cela donne lorsqu'il il pulvérise ainsi. Et donc, en fait, ça rappelle aussi le moment où, peut-être lui n'a peut-être pas oublié, c'est que à l'époque, pour évoquer les conseils des ministres, ce n'était pas dans les conseils des ministres qu'il y avait eu des problèmes. Il y avait à l'époque, vers 2008-2009, Sarkozy avait mis en place autour de Claude Guéant ce qu'on avait appelé le G7, le G8 des super ministres qui, autour de lui, devaient porter la bonne parole au-delà des porte-paroles officiels. Très vite, la majorité des propos s'étaient retrouvés dans la presse et ils avaient fait une purge avec 2 personnes qui avaient été sorties de ce cénacle, dont Laurent Wauquiez, qui était considéré comme étant celui qui parlait à tout le monde et qui même envoyait des textos durant le Conseil des ministres. Donc, de ce point de vue-là, les sarkozystes savent à qui ils ont affaire. Et il n'y a pas d'étonnement quelque part dans ce qu'il a fait, surcroît, hormis le pacte qui a été transgressé. Ça contraste énormément par rapport à la tenue, pour le coup, des macronistes et des responsables macronistes, qui est aussi bien... Alors, bon, ça commence un petit peu à se relâcher, mais quand même, vous en faites l'expérience, j'imagine, hein, les ministres du gouvernement Macron et puis beaucoup de députés, eux, ils ont un grand contrôle sur leurs messages et sur leurs propos. Arnaud Mercier, Xavier Bertrand, c'est un de ceux qui a tapé le plus fort. Il a quitté les Républicains. Il dit c'est une Trumpisation. Finalement, ça n'a pas mal fini pour Trump en ayant un discours comme ça. On s'est beaucoup moqué de lui, mais il a fini président des États-Unis. Oui, les contextes ne sont pas du tout les mêmes. Et puis, Trump, il joue la carte de prendre le leadership sur un camp en dehors du parti. Parce que justement, il n'est pas républicain, mais il s'inscrit dans la primaire des Républicains. Et il fait campagne contre, j'allais dire, l'oligarchie politique et partisane, y compris des Républicains. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a tant de mal à gouverner aujourd'hui, puisque justement, il y a un tirage permanent entre une partie des membres affiliés au parti, qu'ils soient sénateurs, représentants ou autres, gouverneurs et que sais-je, et lui qui, justement, on voit, a même du mal, finalement, à remplir son équipe. Donc là, les parallèles, je pense, sont difficiles. En plus... Mais sur le franc-parler, quand même, du personnage. Bien, oui. Alors, sur la Trumpisation, que Xavier Bertrand dise ça, parce qu'il a intérêt à dézinguer quelqu'un qui est clairement un adversaire politique, et que Trump, c'est un repoussoir. D'ailleurs, il a dit Trump ou la famille Le Pen. Donc, il agite 2 épouvantails, évidemment, c'est son intérêt. Mais là où, à mon avis, le parallèle ne peut pas valoir, non seulement les situations sont quand même très différentes, mais c'est que Trump, il assume, il le met sur ses tweets, etc. Alors que là, on est bien dans une situation où, justement, il dit « je vais vous dire des choses, mais là, je ne le dirai pas publiquement ». Donc, une grosse différence, il y a une grosse rupture, là. Grosse différence, à mon avis, c'est que Trump, il dit tout haut ce qu'une partie des électeurs américains pensent. Exactement. Hein, oui. Il reflète bien l'opinion d'une partie de la population. Là, dans ses propos, on est au contraire dans le reflet de ce que l'intelligentsia, l'établissement, l'élite politique pense, c'est-à-dire le système politique, comme dirait Marine Le Pen. Mais dans sa communication, il joue quand même la province contre Paris. Oui, mais fait le porte-voix. Ça, il a tout le temps fait au-delà de cette journée. Je crois que ce serait, pour le coup, ce serait un peu finalement se fourvoyer que de vouloir prêter du sens politique à ce qu'il a dit. Oui. Je crois qu'il raconte ce qu'est aussi la politique, qui est souvent une part d'improvisation, de pulsion, de bullshit, de moments non réfléchis. On imagine ce que ce cours-là, dans son emploi du temps, signifie comme effort, démarche, capacité ou devoir de se concentrer. Et puis un jour, il arrive dans les étudiants et il prend sa récréation avec l'effet que cela donne. Je crois que c'est surtout ça. Il n'y a aucun sens politique dans ce qu'il raconte. Oui, quand Sarkozy clivait à l'extérieur et provoquait le scandale, d'abord il le faisait publiquement, et 2, ça produisait un sens politique, parce qu'il organisait autour de cela une conquête et un corpus. Absolument. Là, il n'y a rien. Oui, mais c'est sa capacité à diriger qui est mise en cause, sa capacité de responsable politique, parce que c'est pas la première fois que vous avez dit c'est un récidiviste, hein, c'est un coutumier des fuites. Et puis il a eu aussi
et toujours avec l'équipe du quotidien qui amène ça, des petites histoires où il met en avant ses relations supposées avec Mère Teresa. Voilà, avec Mère Teresa. Il a raconté aussi, il s'est fait prendre en faute sur des propos qu'il a attribués à Angela Merkel. Ensuite, il y a eu du fact-checking et puis on a dit mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Enfin, à plusieurs reprises, on s'aperçoit que peut-être d'une certaine façon, il ne fait pas son boulot sérieusement, son boulot de dirigeant politique. Mickaël Darmon, il y a eu aussi une confession dans cet enregistrement. Il dit « J'étais pas majoritaire dans mon bureau politique sur le cas Darmanin ». On peut être patron de groupe sans finalement réussir à emporter naturellement la majorité, alors que finalement, il a mis des proches quand même dans ces... En l'occurrence, voilà, ça s'est établi. D'ailleurs, après, il leur a effectivement rendu la monnaie de la pièce en disant qu'ils avaient peur tout simplement que la même chose leur arrive, donc ce qui est quand même très sympathique pour son entourage. On a bien vu, et je crois que même aujourd'hui, autour de lui, ces lieutenants ne sont pas aveugles. Ils ont bien compris que, spontanément, il voulait un peu peut-être instrumentaliser sa fonction pour régler ses comptes personnels avec Gérald Darmanin, avec lequel il y a une inimitié, alors c'est vraiment qui est pour le coup très importante et qui n'est pas prête de se résorber. Et c'est parti immédiatement et très vite, à part une fois de plus les porte-paroles obligés de répéter, aucun responsable politique n'a suivi. Et donc ça fait la deuxième fois, et si je mets de côté d'ailleurs le moment où il se déclare plutôt protectionniste et anti-mondialisation, ça fait la deuxième fois qu'il est clairement désavoué. Ça démarre pas très bien en termes de leadership, justement. Arnaud Mercier, très rapidement, est-ce que finalement, justement, sur le cas Gérald Darmanin, c'est pas tout le paradoxe pour la droite, ces ministres qui viennent de leur camp et sur lesquels finalement on hésite à taper pour être vraiment dans l'opposition? Ça dépend qui, parce que justement, quelqu'un comme Laurent Wauquiez, lui, n'hésite pas à taper avec quelques autres, parce que justement, on sent bien qu'il y a presque quelque chose de l'ordre du « c'est le traître, donc il doit être puni ». Mais alors que d'autres, effectivement, d'autant plus que cette ambiguïté, elle n'est pas seulement liée aux personnes, elle est liée aussi aux politiques qui sont menées, puisque vous avez, dans les sondages et dans les discussions que vous pouvez avoir avec des gens qui se disent électeurs de droite, des gens qui disent, finalement, ils sont en train de mettre en œuvre un certain nombre de mesures que nous, on n'avait pas fait, qu'on avait promis, etc. Donc, il y a effectivement ce paradoxe et cette difficulté à se trouver comme... Et Laurent Wauquiez a réussi à gagner le parti en disant je vais être un dur, un pur, un opposant. Mais effectivement, on voit que c'est pas si simple que ça. Merci beaucoup, messieurs. La Commission des affaires sociales du Sénat entame son cycle d'audition sur la situation des EHPAD, ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Marianne Monchamp, présidente du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a été entendue sur le sujet. Je vous propose d'en écouter un extrait sélectionné par Alexandre Poussard. Depuis de nombreuses années et sous l'effet de plans qui se sont succédés, la nation consent un effort important à l'équipement en établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier en matière de places d'EHPAD, pour apporter des réponses à ces situations extrêmement dégradées de perte d'autonomie. Et donc, on se trouve dans une forme d'injonction paradoxale, d'un effort qui s'accroît, au point de tangenter les 10 milliards d'euros, alors même que je crois en 2006, si je me réfère à la bonne date, on était bien au-dessous, avec, je crois, un chiffre qui était de l'ordre de 6 milliards, enfin, à grands traits, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que tout de même, l'effort a été extrêmement important. Et pour évoquer ce sujet, nous retrouvons Tam Tranui en salle des conférences du Sénat avec Laurence Cohen, sénatrice communiste du Val-de-Marne. Oui, Laurence Cohen, on le voit, la Commission des affaires sociales a donc lancé un cycle d'audition sur les EHPAD à la suite notamment du mouvement de contestation qui est monté dans ces établissements. Quels sont pour l'instant les principaux enseignements et quels sont pour vous les principaux problèmes qu'il y a dans les EHPAD aujourd'hui ? Écoutez, moi je pense que de toute façon, ce qu'a fait la ministre, c'est-à-dire de débloquer 50 millions, c'est pas du tout à la hauteur du mouvement unitaire des personnels et des directeurs d'ailleurs d'établissements qui a eu lieu le 30 janvier dernier. Et d'ailleurs la grogne est tellement forte qu'il va y avoir un nouveau mouvement le 15 mars. Donc quand elle répond par effectivement une rallonge d'une 50aine de millions, ça veut dire... Ce n'est pas un début tout de même ces 50 millions d'euros ? Le fait qu'il y ait 50 millions d'euros, moi je peux pas dire que ça soit négatif, c'est positif.
Mais quand on le rapporte à ce que disent les personnels sur le terrain, et j'y suis allée le 30 janvier, je vais retourner avec eux le 15 mars, j'ai fait dans le cadre du Tour de France des hôpitaux avec mon groupe politique, je suis allée à Lyon où j'ai rencontré des personnels, ça veut dire une aide-soignante pour 7 EHPAD. Donc vous voyez bien que là, ça n'est pas du tout à la mesure des revendications des personnels et de l'attente des résidents et des résidentes. Est-ce que pour vous, le problème est essentiellement budgétaire? On vient d'entendre à l'instant Marianne Monchamp qui dit bon, l'effort consenti par la nation est important, il est de 10 milliards d'euros aujourd'hui, contre environ 6 en 2006. Est-ce qu'il n'y a pas eu des progrès faits en la matière? Il y a des progrès parce qu'il y a effectivement un peu d'argent qui est débloqué, mais on est face à une question de société, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des personnes âgées qui arrivent dans les EHPAD de plus en plus dépendantes? Il y a un allongement de la durée de vie, ce qui est tout à fait positif, mais en même temps, on ne prend pas ça en compte et on se décharge sur les établissements pour effectivement accueillir ces personnes sans qu'il y ait vraiment des moyens qui soient à la mesure des attentes et des personnels et des résidents. Donc ça n'est pas suffisant pour accueillir les personnes âgées, mais ça n'est pas suffisant non plus par rapport au personnel à qui on demande des cadences infernales. Moi, je veux quand même que la ministre et le gouvernement entendent la souffrance des personnels, que l'on minute pour tout. Donc, il faut cavaler pour faire les toilettes, il faut courir pour donner les repas. Et ce que j'ai entendu, par exemple, à Lyon lundi, c'était des jeunes femmes, très jeunes, qui disaient « Mais c'est pas possible, on peut même pas s'asseoir pour dialoguer avec nos aînés. » Donc, c'est pas comme ça que la société doit traiter les personnes âgées, les personnes en situation de dépendance. Que pensez-vous de la commission installée aujourd'hui par Agnès Buzyn qui doit réfléchir au problème de la maltraitance des personnes âgées dans les EHPAD? Pour certains, notamment les directeurs des EHPAD, cette commission ne répond pas aux besoins et à ce que réclament les personnels. Mais moi, je trouve que de toute façon, créer une commission, c'est toujours intéressant parce que ça permet effectivement de mettre plus de personnes autour de la table, mais c'est quand même un peu la technique de ce gouvernement. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, on crée des commissions. Pour moi, les meilleurs experts, ce sont les personnels qui travaillent sur le terrain et ce sont les résidentes et les résidents. Donc il suffit de les écouter pour savoir comment répondre aux besoins des EHPAD. Et traiter la question de la maltraitance, qui est effectivement une question d'ailleurs que dénoncent les personnels, sans voir justement les conditions qu'on impose à ces personnels, c'est-à-dire un manque de personnes devant les personnes âgées, il faudrait qu'il y ait un membre du personnel pour une personne. Y a-t-il un manque d'écoute de l'exécutif sur ces questions-là aujourd'hui pour vous ? C'est pas seulement un manque d'écoute. Le problème, c'est que finalement, il n'y a pas les moyens qui sont débloqués. C'est-à-dire aujourd'hui, sur tout ce qui est question de santé, de protection sociale, d'accompagnement de la personne, il n'y a pas les moyens qui sont dégagés. Or, les moyens existent. On l'a vu au niveau du PLFSS, le budget de la sécurité sociale, qui est notoirement insuffisant. Et la ministre continue à dire qu'il faut des restrictions budgétaires et qu'à la limite, les personnels, on va les accompagner pour leur apprendre à bien gérer des budgets. Mais c'est pas ça, il ne faut pas des budgets d'austérité, il faut des budgets qui répondent aux besoins humains. Merci beaucoup Laurence Cohen. On a donc entendu votre cri d'alarme quant à la situation aujourd'hui des EHPAD. Merci. Merci beaucoup Tam. Comme chaque lundi, place maintenant à un reportage auprès d'un sénateur dans son département. Aujourd'hui, c'est Alain Marc, sénateur Les Indépendants de l'Aveyron, que nos équipes ont pu suivre autour d'une initiative, les brigades territoriales de contact, des gendarmes qui sont au plus proche des citoyens sur le terrain, comme un prémisse de ce que pourrait être la police de sécurité du quotidien. Avant d'en discuter avec Alain Marc, regardez ce reportage d'Héloïse Grégoire et Samia Dechir. C'est devenu un véritable rituel. Une fois par semaine, ces deux gendarmes rendent visite à cette épicerie de la commune de Broquiès, dans l'Aveyron. Bonjour, vous allez bien? C'est bien et vous? Ouais. Bonjour. Impeccable, ça va. Ici, ces agents sont connus comme le loup blanc. Baptisée la brigade de contact, cette petite patrouille sillonne les routes et les commerces de 9 communes au total. Leur objectif, retisser des liens avec la population, faire de la prévention, et c'est un pari plutôt réussi pour cette cliente. S'ils passent systématiquement une fois par semaine, ah oui, ça nous sécurise parce que nous maintenant on a 65 ans, on s'affaiblit, voilà. Mais non, au contraire, c'est très bien. Pas mal de passages dans cette épicerie. Exactement.
ça favorise le lien et systématiquement on peut apprendre des choses qui peuvent paraître bénignes pour la population mais qui nous on garde en mémoire et qu'on peut ressortir quelques mois plus tard, voire des années plus tard, mais on se dit ah oui c'est bon. Cette brigade a vu le jour dans le cadre d'une expérimentation nationale lancée il y a 1 an sur une trentaine de territoires. Broquiès a été choisi, je pense, par la hiérarchie militaire parce qu'elle appartient toujours d'ailleurs à une communauté de brigades. Le contact entre les populations rurales très isolées et la gendarmerie, qui s'était peut-être un petit peu étiolée ces dernières années, grâce à ce système de brigades de contact, a été renoué et raffermi. Des agents directement au contact de la population et hors des murs de la gendarmerie. Nous sommes légèrement déchargés du côté procédural. On n'a que peu de temps au bureau et on doit passer la majeure partie de notre temps en patrouille, c'est-à-dire soit 90% à peu près de notre temps en service, ce qui nous permet d'avoir un contact privilégié avec la population. Auparavant, c'était les personnes, la population qui venait vers nous, désormais c'est nous qui allons vers eux. Monsieur le maire, à plus tard. Autre étape dans la journée, direction une ferme. Dans cette région très rurale, les agriculteurs sont des indicateurs très précieux et n'hésitent pas à renseigner les gendarmes. Bonjour. 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 Merci beaucoup. Par exemple, où il y avait eu effectivement une alerte qui nous a permis de démanteler un certain réseau qu'il y avait, notamment avec une vague de cambriolage impressionnante sur le secteur. Et c'est un agriculteur du coin qui nous avait donné un descriptif avec une immatriculation. Et il se trouve que cette immatriculation-là est ressortie dans un véhicule découvert volé et intercepté. Donc ce contact-là, il est vraiment extrêmement important. Si l'expérimentation marche, elle sera reconduite dans près de 530 communes de France. Les brigades de contact comme la police de sécurité du quotidien ont un but en commun, rapprocher les forces de l'ordre de la population. Brigade de contact et qui est complètement à l'ordre du jour, avec ce que souhaite faire le ministre de l'Intérieur, une police qui soit de sécurité du quotidien, de proximité. Eh bien nous l'avons expérimenté depuis 1 an, nous l'expérimentons. Je crois que c'est avec succès et personnellement j'y suis très attaché. Bon, merci beaucoup donc. Avec plaisir. Au plaisir. Oui. Dans un climat actuel de méfiance vis-à-vis des forces de l'ordre, à Broquiès, les brigades de contact sont un dispositif qui prouve bel et bien qu'un climat de confiance peut être établi entre les forces de l'ordre et les habitants. Bonjour Alain Marc. Bonjour. Merci d'être sur nos plateaux. On a vu dans ce reportage chez Brigade territoriale de contact un moyen de renforcer le lien entre la population et les forces de sécurité, tout simplement sur le terrain. Alors c'est quelque chose qui existe depuis des temps immémoriaux de la part de la gendarmerie, mais c'est vrai que depuis la création des COP, des communautés de brigades, il y a depuis 1999 ou les années 2000, ce lien entre la population rurale et la gendarmerie s'était un petit peu étiolé. Étiolé dans la mesure où certaines communautés de brigades, c'est souvent des triptyques, avec 3 brigades, se trouvent être des fois 3 brigades quand elles sont d'égale importance, dans des villages d'égale importance, ce n'est pas un problème. On continue à avoir ce lien avec les populations. Mais lorsqu'il y a des petites villes un peu plus importantes, il s'avère que les 2 autres brigades vont souvent dans cette ville où il y a plus de délinquance. Et donc, je crois que le commandant de groupement a eu une bonne idée que de choisir 2 brigades qui étaient isolées, celle de Saint-Jean-du-Bruel dans le sud-est aveyronnais et celle de Broquiès dans le sud-ouest aveyronnais, de façon à retisser ces liens avec la population. Et comme l'a dit très bien la gendarme que nous avons écoutée tout à l'heure, ce sont désormais les gendarmes qui vont rencontrer la population et non le contraire. C'est aussi un moyen d'éviter la fermeture de ces petites gendarmeries qui sont menacées. C'est peut-être un petit peu le moyen d'éviter les fermetures, mais c'est surtout qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette au niveau de la sécurité. Tout Français a droit à une certaine forme de sécurité. On ne comprendrait pas que dans certains endroits très isolés, eh bien, certains Français ne puissent pas avoir droit à cela. Et c'est un petit peu ce que font les brigades de contact. C'est un coût, on imagine, cette mesure. On le sait, la sécurité, c'est pas un budget sur lequel le gouvernement veut rogner, mais ça doit quand même avoir un coût. On l'a entendu, sur le terrain, moins au bureau, donc
faut bien quelqu'un pour traiter les dossiers. Alors les dossiers et les procédures sont faites un petit peu plus loin, dans une brigade un peu plus importante, ce qui permet quand même aux gendarmes, qui l'ont dit tout à l'heure de façon très nette, d'être beaucoup plus présents, puisqu'il faut savoir que les procédures aujourd'hui accaparent beaucoup de temps au niveau des gendarmes ou des policiers, et que quand ceux-ci sont déchargés de cet aspect-là, ils peuvent passer beaucoup plus de temps sur le territoire. Et ça, c'est un objectif aussi pour le gouvernement, recréer cette police de sécurité du quotidien. Donc là, on a vu avec les gendarmes, c'est un peu ce modèle-là qu'il faudrait appliquer aussi dans les villes. Il ne m'appartient pas de parler au nom du gouvernement, vous le comprenez bien, mais cette PSQ, cette police de sécurité du quotidien qui est ici appliquée, qui se faisait autrefois aussi au niveau de la gendarmerie, c'est quelque chose que nous redécouvrons qui est extrêmement important, parce que si certes nous avons des moyens de contrôle au niveau de la délinquance, et pourquoi pas du terrorisme, avec des moyens très sophistiqués, il s'avère que les délinquants ne sont pas plus bêtes que les autres et qu'ils reviennent à des méthodes d'autrefois qui sont très éprouvées et qui sont la simple rencontre entre eux et qui ne passent pas par des moyens sophistiqués. Donc il est important que ce lien avec la population puisse perdurer puisque nous avons en France une qualité du renseignement qui nous est souvent enviée par d'autres pays. Vous dites que ça existait depuis très longtemps. On avait une police de proximité sous Lionel Jospin. Ça avait été arrêté. Ça avait été une erreur d'arrêter cette police de proximité? Je ne sais pas s'il faut poursuivre ce système de police de proximité tel qu'elle existait sous Lionel Jospin. Ce que je sais, pour mieux connaître le milieu rural que le milieu hyper-urbain, c'est que, franchement, ça marche très très bien dans le milieu rural et que nous avons un taux de résolution assez exceptionnel, que ce soit pour les petits postes de police qui existent, chez nous, en Aveyron, à Saint-Afrique, Millau de Casseville, mais aussi avec toutes les brigades de gendarmerie, un taux de résolution qui est nul autre pareil et qui est, je crois, le fruit de cette collaboration, mais collaboration au bon sens du terme, entre les populations et la gendarmerie et la police. Vous dites ça fonctionne chez nous, maintenant il faudrait peut-être élargir, c'est à ça que sert une expérimentation, c'est si ça fonctionne, on pourrait le faire ailleurs? C'est ce que nous espérons. Je crois que ce que nous espérons, c'est qu'évidemment sur l'ensemble du territoire, même si toute chose n'est pas égale, puisqu'on ne peut pas comparer par exemple la banlieue de Toulouse ou de Paris avec nos territoires, mais je crois que ce que nous faisons là est assez exemplaire. Et que le résultat du travail de ces jeunes gendarmes est assez exceptionnel, et je crois que c'est à mettre à l'actif de nos forces de sécurité. Ici, les gens sont contents de les recevoir, ils leur payent parfois le café, comme vous l'avez vu. Ils ne sont jamais détestés, bien au contraire, ils sont quasiment, ce que nous a pas dit la dame qui est gendarme, c'est que son numéro de portable, même beaucoup de gens l'ont sur le territoire, et il arrive que des gens l'appellent en dehors de ses heures de service. L'enjeu, c'est aussi de conserver les services publics sur un territoire. Là, c'est la gendarmerie, mais on peut aussi évoquer la poste, les gares et les trains. Là, on en parle beaucoup. C'est des territoires qui pourraient être moins desservis. Ça, il faut garder les services publics dans les territoires ruraux. Vous savez, l'attractivité, ce n'est pas un vain mot. Et l'attractivité, cela passe par certains éléments. Les éléments, c'est la sécurité. Donc le maintien des gendarmeries en milieu rural, cela passe aussi par le maintien des écoles. Et c'est vrai qu'on ne peut pas appliquer ce qu'on appelle le P sur E, c'est-à-dire le nombre de professeurs par rapport au nombre d'élèves, de la même façon dans une classe unique à 13 ou 14 enfants très très isolés, qui, si on l'a fermé, ferait que des enfants font 10, 15 kilomètres pour se rendre à l'école tous les jours, et des classes en ville. Je crois que tout ça démontre qu'il faut, je crois, avoir une politique de cousu main. Alors, je suis pas loin de Millau, où on faisait des gants qui étaient cousus à la main, mais je crois qu'aujourd'hui, l'expérimentation, elle passe par là, et qu'il faut, bien sûr, que nos services publics s'adaptent à nos populations. On ne peut pas avoir quelque chose d'uniforme et dire que partout sur le territoire, il faut faire la même chose. C'est quelque chose qui est absolument capital pour nous. Alors, on a vu dans le reportage sur les forces de sécurité, il n'y a pas d'économie, donc on peut faire ça. Mais par exemple, là, quand vous entendez le rapport Spinetta sur la SNCF, vous avez une inquiétude, vous, dans votre département, sur des petits trajets, des petites gares qui pourraient être supprimées? Nous avons quelques inquiétudes sur le département, notamment bien sûr pour les mobilités. Il faut savoir que des départements comme l'Aveyron, dans le sud du Massif central, sont historiquement enclavés. Et que nous avons depuis 15 ou 20 ans l'autoroute qui passe à l'est avec l'A75, mais que toute une autre partie de l'Aveyron est pour l'instant très enclavée. Et que le seul moyen pour nous de quitter l'Aveyron ou d'avoir à l'intérieur de l'Aveyron des liens, c'est la route. Donc il faut absolument
que l'État nous aide, notamment pour la route RN 88, qui est la liaison entre Toulouse et Lyon, mais bien évidemment que nos gares, pour nous permettre de nous rendre à Paris par le train de nuit, soient maintenues. Mais vous savez que ça, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a aussi des liens avec les régions et que les régions aussi sont dans le coup pour ça. Alain Marc, vous avez été, à une époque, rattaché au groupe Les Républicains. On a entendu vendredi des propos de Laurent Wauquiez tenus off, mais qui ont été divulgués, des propos très durs, sans filtre. Quel jugement vous portez sur cette manière de s'exprimer ? Franchement, je ne porte pas de jugement sur cela, parce que je crois que, vous m'excusez, mais là, les journalistes en font des tonnes sur le sujet. C'est vrai que pour eux, c'est quelque chose qu'ils adorent, hein, ce type de propos qui ont été volontairement ou pas donnés à un off. Moi, personnellement, je n'aurais pas de commentaire à faire là-dessus. Je crois qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes aujourd'hui dans le pays, s'occuper du niveau de vie des gens qui l'habitent, essayer de retrouver de l'activité pour diminuer le taux de chômage. Et ça m'intéresse beaucoup plus que ce qui plaît souvent aux journalistes, c'est-à-dire les affaires strictement politiciennes. Merci beaucoup Alain Marc d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez l'épreuve de vérité. Michel Grossieur reçoit Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Excellente suite des programmes sur Public Sénat.